Eh bien, je suis avec Lucie De Anthony. Bonjour Lucie, vous êtes directrice marketing de Genji. Genji qui est une solution de saisie des notes de frais, dont je dirais d'ailleurs du bien dans cet article, car je l'ai découverte un peu par hasard et je ne m'en lasse pas. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler plutôt d'un baromètre que vous avez lancé et que vous lancez régulièrement sur l'utilisation des notes de frais, parce que justement, on va voir comment, au travers de l'utilisation de la donnée, on peut sortir des insights. Alors peut-être commencer par expliquer d'où vient ce baromètre et comment vous le réalisez. Alors l'index, en effet, on l'a lancé pour la première fois il y a tout juste 1 an. Donc là, on publie la 3e édition dont on va parler aujourd'hui. Genji, c'est une entreprise product et data centric. Donc il nous paraissait important d'avoir la même démarche sur la partie marketing. Et notamment sur un sujet qui, moi, je trouve particulièrement pertinent, qui touche au market intelligence. À savoir l'exploitation en fait des données liées à un marché. C'est quelque chose qui m'interpelle, notamment parce qu'on est dans un marché de plus en plus data-centric. On a accès à beaucoup d'infos qui font écho à des grandes tendances, des évolutions dans les médias notamment. Mais pour définir des changements, il y a bien souvent que des sondages ou des témoignages clients, partenaires. Et l'idée, c'était de se dire, nous, on a accès à énormément de données, ce qu'on appelle des données de production. Et la question, c'était de savoir comment les exploiter à des fins d'information et à des fins pratiques pour les entreprises qui souhaitent, ou pas d'ailleurs, s'orienter vers une solution digitale. Donc l'index, l'objectif, c'est de faire un retour tous les 6 mois et d'en noter des évolutions chiffrées. Et dans la période actuelle, tout bouge très vite. Ce qui était une tendance forte il y a 6 mois auparavant peut ne plus du tout l'être par la suite. Donc avoir une régularité, c'est vraiment la clé. Et c'est par exemple quelque chose qu'on a identifié avec la période Covid. Et en seulement 3 éditions, ce qui dans la première édition était extrêmement important de par la crise, ne l'est plus aujourd'hui, par exemple. Donc ça va très très vite, d'où la régularité des 6 mois. Alors ce baromètre, vous le menez pas seulement sur la France, hein, si j'ai bien compris, il y a plusieurs plaques. Exactement. On rentre dans une phase bien évidemment d'analyse globale où justement l'intérêt c'est aussi d'identifier des grandes tendances là plutôt locales. Genji étant une boîte internationale avec notamment une présence en Asie-Pacifique, en Europe et notamment sur la région française et Allemagne, on localise en fait les versions. Toujours dans un besoin de donner les infos les plus clés pour les entreprises. Parce que la maturité du marché fait que en fait la démocratisation, l'utilisation de la solution et la compréhension plus largement de l'expense management n'est pas la même à Singapour que en Allemagne par exemple. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué, il y a eu des choses qui ont changé depuis le Covid. Alors, allons-y, qu'est-ce qui a changé depuis le Covid qui était important avant, qui ne l'est plus aujourd'hui et vice-versa? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Comme je le disais, en seulement 3 éditions, on voit déjà une grande évolution. Si on se concentre un petit peu sur cette 3e édition, il y a déjà 2 grandes tendances qui vont se dégager. On voit un changement de vision quant à l'écologie et au sujet qu'on appelle sustainable. Certes, beaucoup le voient encore comme un passage obligé pour des sujets RSE, mais on voit qu'il y a un gros changement et on le voit aussi dans la note de frais. Et le deuxième élément qu'on a pu identifier dans cette 3e édition, c'est la nouvelle facette du corporate travel, là aussi en lien avec un besoin de se déplacer plus responsable. Dans le premier, un des chiffres que j'aime bien nommer pour parler de cet index, c'est depuis le premier semestre 2021, en fait, on a remarqué une tendance stationnaire qui est une forte évolution du nombre de collaborateurs utilisant une solution digitale. Sur le premier semestre 2022, on a constaté une augmentation, par exemple, de 100% en fait, par rapport à la période précédente. Donc, ça signifie qu'il y a plus d'utilisation de la solution, qu'il y a plus de collaborateurs qui digitalisent, mais qu'il y a surtout aussi, finalement, plus de notes de frais qui sont effectuées. Et donc ça, c'est un vrai signe d'adoption.
En seulement 3 mois, par exemple, en 2022, on a atteint le même nombre d'expenses réalisés en 6 mois de l'année précédente, sur le premier semestre 2021. Donc il y a une vraie croissance. Et ça, parce qu'en 2021, peut-être on avait arrêté de voyager, sinon on travaillait. Alors c'est une bonne question, une bonne remarque. Nous, c'est pas réellement ce qu'on a observé. En fait, les entreprises qui ont digitalisé leur processus en 2021, donc on va dire après la période plutôt noire Covid, elles ont transformé leur expense management. L'expense du ticket de train a progressivement été remplacé par des expenses liées à des outils digitaux, par exemple. Mais en fait, ça leur a donné un boost pour se dire, ok, là c'est le moment de se transformer. Certes, l'expense, elle sera pas forcément liée en 2021 à une note de frais voyage, mais par contre, on a eu un vrai boom sur d'autres catégories d'achats. Et je pense que ça, c'est un point important, et on le voit sur les 3 éditions, c'est que les entreprises ont reconsidéré la notion de note de frais. C'était très très lié au déplacement, en fait, au business travel. Or, en fait, la note de frais, c'est quand même beaucoup beaucoup plus large. Et aujourd'hui, on le voit dans les catégories d'achat. On se rend compte que, par exemple, sur l'édition numéro 1 et l'édition numéro 2, il y avait eu un vrai boom sur tout ce qui était paiement, enfin remboursement de forfait internet, de mobilier de bureau, de téléphonie. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé pour la simple et bonne raison que c'est rentré dans les mœurs des entreprises et que c'est rentré dans des packages. Mais dans certaines industries, bien évidemment, qui ont été totalement à l'arrêt, les expenses ont droppé, bien sûr. Mais dans certaines industries qui sont là plus orientées vers du service industriel, par exemple, la note de frais, elle s'est transformée, en fait. Elle n'a pas été supprimée ou elle n'a pas été mise en stand-by. Et donc ça, c'est un point important. Donc ils ont remplacé la deuxième classe dans le TGV par un abonnement Zoom, quoi. Exactement. Et puis en fait, ils auront permis aux employés, plus largement, de s'abonner à des outils qui allaient leur servir pour continuer ou en tout cas maintenir un niveau d'activité correct. Et alors, l'employé, d'un côté, l'a vu comme une forme de liberté parce qu'il y a eu plus d'outils à tester, plus d'outils à utiliser. Et la gestion comptable et financière en a été facilitée parce que, encore une fois, tout était centralisé. Et est-ce que vous pouvez nous donner une idée chiffrée sur l'impact sur les transports? Est-ce qu'il y a eu une grosse baisse? Est-ce que c'est surtout l'avion qui a pris? Est-ce que les gens continuent à rouler avec la voiture, avec l'essence à 3,50 € le litre Alors en fait, les transports, c'est vrai que c'est un des faits dans l'index qui est le plus marquant. Pour vous donner un exemple, lorsque nous avons lancé le premier index, 80% des entreprises n'avaient pas réservé de vol depuis plus de 1 an et demi, ce qui est énorme parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une entreprise fait une expense d'avion, ça signifie que le collaborateur réserve son ticket en dehors des outils dits obligatoires. Donc, c'est très très révélateur. Aujourd'hui, le nombre de dépenses liées au vol ont augmenté de 60% par rapport à la même période l'année dernière. Donc, ça veut dire premièrement qu'en effet, il y a une vraie reprise. À 90%, ces vols sont européens. Donc, il y a quand même encore une petite fragilité sur l'international et sur les longs courriers. Mais l'aérien, en tout cas, repart. Et il repart de manière plutôt dynamique. Après, paradoxalement, même si l'avion fait son retour, nous, ce que l'on constate énormément, c'est la prédominance du train. Déjà dans la deuxième édition, c'est quelque chose qu'on voyait, alors pour des raisons plus green, pour des raisons plus responsables, pour aussi des raisons tarifaires, hein, on va pas se mentir. Mais le train avait atteint, par exemple, il y a 6 mois, des pics d'expense entre 100, 150, on avait même atteint des 200% de notes de frais effectuées en plus. Aujourd'hui, on est dans une situation qui se stabilise. Par exemple, sur le premier semestre 2022, si on le compare à l'année précédente, on a une augmentation de 51%. On peut se dire que c'est peu, mais en fait, il faut le mettre en perspective avec les augmentations qui ont été extrêmement importantes sur les périodes précédentes. Donc le train, c'est pas un mythe, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a une prédominance de réservation sur le train. Aussi, alors,
Pas forcément pour des raisons tarifaires, parce que, et notamment avec la crise que l'on vit actuellement, les tarifs augmentent, bien évidemment, mais aussi pour des raisons responsabilité civile, sociétale des entreprises, pour des raisons un peu plus sustainable, en fait, green. Ok, donc il y a une légère amélioration une très nette amélioration même pour le train, même si l'avion fait de la résistance en Europe. Enfin, on verra dans Absolument. les années qui viennent si on survit au réchauffement climatique. Euh, Maintenant, de l'autre côté, une augmentation spectaculaire sur les outils digitaux. Mais alors, bon, on a un peu plaisanté avec Zoom, mais quels sont ces outils digitaux? Vous les voyez au travers de vos outils? On les voit en effet, puisque alors la force entre guillemets d'un outil tel que Genji, c'est l'océanisation en fait des informations et des reçus, et donc on a le nom des vendeurs. Ça c'est un petit top qu'on avait fait dans l'édition numéro 2, les top outils qui ont été numérisés en termes d'expense, c'est bien évidemment c'est Zoom. On a aussi beaucoup de teams, et après tous les outils en fait qui sont liés au webinar. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'équipes qui ont digitalisé un peu différemment leurs réunions. Zoom en était aussi au début, donc finalement le côté interactif c'était assez timide. Donc on a eu beaucoup d'expense par exemple sur du Livestorm ou du Webikeo en manière un peu self-service. Mais ça c'est des outils qui reviennent très souvent, qui aujourd'hui en fait sont totalement inclus dans les stratégies achat et purchasing des départements. Mais au départ, quand elles ont commencé à digitaliser les expenses sur ces catégories-là, c'est ces outils-là qui ressortaient bien évidemment. Ouais. Et donc, en dehors de ces outils de webconférence, on trouve autre chose, peut-être des outils comme Slack ou des choses comme ça? Absolument, Slack, c'est un outil qui revient toujours. Et après, comme je le disais, en fait, l'expense va tourner autour de la téléphonie, de l'internet et du confort en fait que l'entreprise va vouloir apporter à son collaborateur. Et ça a été vraiment deux grandes tendances assez impressionnantes il y a encore 6-8 mois, je dirais. Comment l'entreprise va accompagner son collaborateur sur ce changement de méthodologie de travail qui aujourd'hui on en parle par exemple un petit peu moins, même dans les médias, parce que c'est quelque part maintenant rentré dans les mœurs. Mhm. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose que vous voyez faiblir maintenant qu'il y a comme on le dit, une Zoom fatigue et que tout le monde commence à en avoir un peu marre de faire des webconférences. En fait, c'est un peu comme le train, je dirais, à des dimensions un peu différentes. Ce sont des catégories d'achat qui se sont normalisées. Donc, il n'y a pas une grosse baisse, il n'y a plus d'énormes augmentations comme on a pu observer il y a 18 mois. Mais par contre, ça s'est normalisé. Ça fait partie de l'expense classique, presque, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Ouais. Elle est là. Elle est là et malgré cette Zoom fatigue, les gens utilisent encore Zoom et du coup, l'expense est encore créée. Bon, c'est quelque chose qu'il faudra suivre dans le temps. Je suppose que s'il y a des catégories qui croissent comme les outils de connexion à distance, je suppose qu'il y a aussi des catégories qui doivent baisser. Peut-être que le sandwich acheté au coin de la rue a pas mal pris aussi, non? Alors ça, c'est une bonne question. Les catégories qui baissent, en fait, sont très liées à la livraison de nourriture. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, les entreprises sont sur des formats quand même beaucoup plus hybrides en mode de travail. Donc, le collaborateur se fait beaucoup moins livrer. Il y a aussi souvent moins de réunions d'équipe en physique, même si ça revient. Et donc la livraison en effet a un peu diminué, mais grosso modo il y a une vraie conjoncture dans la note de frais qui est liée à une typologie d'entreprise, à une industrie, et donc c'est pas linéaire en fait si vous êtes dans le consulting ou si vous êtes dans la construction, et ça ce sont tout à l'heure vous parliez justement d'éléments plutôt localisé selon une ville, un pays, une zone géographique. Et ça, c'est particulièrement vrai. En France, on va voir une diminution légère mais certaine de la livraison, alors qu'en Allemagne, on ne le verra pas. Donc il y a des différences assez fortes selon les pays.
D'accord. Alors, peut-être qu'on peut justement décrire ces différences culturelles. Quels sont les éléments marquants que vous voyez au travers de vos analyses? Ouais. Nous, il y a un élément extrêmement marquant. En France, on entend beaucoup parler du forfait mobilité durable. C'est quelque chose qui a été mis en place fin 2019. Et nous, depuis fin 2019, on voit des notes de frais effectuées par rapport au remboursement de ce forfait mobilité durable. Donc, pour rappel, Excusez-nous, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est le forfait mobilité c'est ce que durable. j'allais expliquer. Le forfait mobilité durable, c'est, j'allais dire, un élément qui a été permis par le gouvernement pour proposer aux employeurs de rembourser des forfaits de trottinettes, des forfaits de vélo ou même de scooters électriques à leurs employés. L'objectif, il est double. C'est déjà de désengorger les routes, hein, tout simplement, notamment en ville et sur Paris, c'est un élément important, et aussi de leur permettre de se déplacer de manière plus responsable. Les grosses entreprises l'ont adopté assez facilement parce que, encore une fois, alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais voyons le côté positif, ça fait partie généralement de stratégies RSE assez importantes. Et finalement, les collaborateurs sont très demandeurs de ça parce qu'ils n'ont plus forcément envie de prendre le métro, parce qu'ils n'ont plus envie d'être dans des espaces fermés le matin à 8h pour aller au travail. Et être sur son vélo, même à Paris, c'est quand même agréable. Donc il y a eu un vrai boom du forfait mobilité durable, qui est quelque chose d'assez français, parce que quand on commence à se renseigner, même en Europe, même des pays très avancés type les pays scandinaves, n'ont pas ce que nous on appelle un forfait mobilité durable. Ils mettent en avant certaines dispositions de remboursement facilité si on prend le vélo, ce genre de choses, mais le pays français est assez avancé sur cette catégorie-là. Et on parlait de comparaison, par exemple, en Asie, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas. En Asie, l'expense sur le transport, elle se fait à 70% sur du taxi. C'est assez impressionnant. Parce que c'est très simple là-bas, notamment je parle de Singapour, parce qu'on a un office à Singapour et qu'on a pas mal d'exemples. C'est très très simple de réserver un taxi, et donc la note de frais taxi est très très prédominante. Elle ne l'était plus, par exemple, à la deuxième édition sur la France, parce que les gens avaient stoppé leur déplacement en taxi. Et en Allemagne, par exemple, sur ce qu'on observe sur le côté sustainable, c'est de la même manière, les employés sont demandeurs, donc il y a des expenses liées à du vélo, de la trottinette, mais il n'y a pas d'impulsion gouvernementale. Donc ça va être plutôt au cas par cas, et selon si l'entreprise dans laquelle ils évoluent, ils travaillent, a mis en place une politique dite plutôt verte. Et donc toutes ces différences-là, en fait, ça se reflète aussi, alors certes dans l'index, mais plus globalement dans les chiffres que nous, on peut analyser. Bon, bien, maintenant on sait ce que c'est le forfait mobilité durable. Il faudra que je réclame auprès de mon patron, puisque moi je prends le vélo tous les jours. Donc, vous y avez droit, vous pouvez. Voilà, je suis pas sûr, parce que comme le patron c'est moi, c'est pas tout à fait certain. Mais bon, alors il doit y avoir également d'autres particularités dans différents pays. Il y a des pays, notamment les pays anglo-saxons, où on peut un peu tendance à sauter dans l'avion comme on sauterait ici dans le métro. Donc je sais pas, je suppose que ça doit se voir quelque part sur vos notes de frais. Alors si on prend la catégorie avion, en effet, c'est quand même très très lié au pays de départ, et aussi à la culture, alors soit culture d'entreprise, soit la culture tout court. En effet, les pays, alors si on fait un zoom par exemple sur les US, oui bien évidemment les expenses liées à l'avion sont très très importantes, et je le mets quasiment au même niveau que le taxi, parce que les distances sont tellement importantes que prendre un train, c'est plus compliqué. Donc oui, il va y avoir des catégories d'achats qui, de cette manière-là, vont avoir de vrais booms, ou vont continuer à être importantes, période Covid ou pas, parce que la situation géographique de l'entreprise, selon où elle se situe, bien évidemment, ça demande une réservation de vol. Mais de plus en plus, on constate quand même que les entreprises essaient de trouver des alternatives, pas forcément que pour des raisons économiques, pour faire baisser des coûts, mais plus pour des raisons responsables et éco-responsables. Ok. Alors, est-ce que, pour faire un peu de prospective, on va bientôt avoir
des notes de frais sur le métavers? Alors, c'est un point intéressant. Ce n'est pas impossible. Ce que ça demande, à mon sens, ça va demander deux choses. La première, c'est une vraie démocratisation du sujet de métaverse, notamment auprès de la cible corporate. J'entends par là que si demain on se déplace vers des entreprises et qu'on leur explique qu'on va tout digitaliser et tout dématérialiser dans le métaverse, je suis pas certaine du résultat. Donc il y a un vrai besoin d'éducation, d'explication et d'accompagnement encore plus. Faut quand même pas oublier qu'on parle de transition et de transformation digitale aussi parce qu'il y a eu la crise Covid, que certaines entreprises disent qu'elles ont fait un boom de 5-7 ans. Mais pour encore beaucoup d'entreprises, cette transition digitale, elle la débute seulement. Donc des sujets très prospectifs type le métavers dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est des sujets qui font presque peur à des boîtes comme ça, non pas parce qu'elles ne veulent pas en entendre parler, mais parce qu'elles sont à un début de transformation. Donc je pense qu'il faut, nous en tant qu'éditeurs, se regarder ces sujets-là, voir ce qu'on pourrait faire en termes de développement d'entreprise, mais il faut prendre en compte le degré de maturité et d'évolution de chaque entreprise, parce que c'est aussi comme ça qu'on va démocratiser des sujets de transformation. Oui, il faudra laisser un peu la poussière retomber sur les meubles, comme on dit. Exactement. Et on verra bien dans 5 à 10 ans. Peut-être pour terminer cet entretien, ces données qui sortent des notes de frais, elles peuvent vous servir à vous pour faire votre communication, bien sûr, mais elles peuvent servir aussi aux entreprises pour piloter l'activité. Alors, est-ce qu'elles le font, et si elles ne le font pas, comment pourraient-elles le faire? Vous avez tout à fait raison. Nous, par exemple, on utilise, aujourd'hui, on propose, en fait, la note de frais, c'est presque la solution d'entrée, j'ai envie de dire, mais la vraie problématique et le vrai questionnement, c'est la data. Comment un service financier optimise sa stratégie d'expense si elle n'a pas ou si elle a partiellement les bonnes data. Donc le data management, c'est un sujet vraiment central chez nous, et typiquement moi, pour faire l'index, j'utilise exactement le même outil que des directions financières. Elles le font de plus en plus. En fait, et j'aime bien faire le parallèle avec la transition digitale, elles sont dans une étape de transition j'ai de la donnée, j'ai beaucoup de données, comment je l'utilise, qu'est-ce que j'en fais, comment je la fais utiliser aussi par mes équipes, parce qu'il y a un vrai besoin d'ownership de cette donnée, et comment je la fais fructifier. Aujourd'hui, elles sont dans une prise de conscience, et je dis elles de manière globale, que ce soit une grosse entreprise comme une entreprise de taille moyenne, parce que elles ont compris que c'était en fait le next step de leur stratégie. Donc on les accompagne là-dessus. Le premier besoin, il est presque bête, j'ai envie de dire, mais c'est de faire en sorte que tous leurs outils, que l'on parle d'outils HR, d'outils finance, d'outils de compta, soient connectés avec une solution de data. Il faut pas, en fait, pour qu'un service financier typiquement passe à un autre niveau d'exploitation de sa donnée, le b.a.-ba, c'est déjà que toute sa donnée soit disponible. Et du coup, il y a une vraie question d'écosystème technologique, et aujourd'hui, les API permettent ça, en fait, permettent de tout connecter et de faire en sorte qu'un service compta, finance, HR ou autre ait accès à sa donnée. Donc ça, c'est une vraie avancée. Maintenant, en effet, elles réalisent le besoin, elles sont conscientes de ce besoin-là. On va petit à petit passer à l'étape suivante, qui est comment les accompagner et comment les aider à, de manière vraiment proactive, et ça je pense que c'est très très important, utiliser la donnée en temps réel et pas avec 3 ou 6 mois de décalage, parce que c'est aussi ça en fait le vrai sujet, c'est la donnée, elle doit être accessible en temps réel pour prendre des décisions en temps réel. Aujourd'hui, beaucoup de boîtes sont encore sur j'ai ma donnée depuis 6 mois, je vais l'analyser et je vais prendre des décisions pour plus tard. Or, en fait, le besoin, il est plus vraiment à ce niveau. Les choses vont tellement vite, les crises, alors soit sanitaires, soit économiques. Donc, il y a un vrai besoin de proactivité. Et aujourd'hui, la technologie le permet. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire au travers, je sais pas, d'un ajout d'un outil de BI, par exemple, qui va être fournir du tableau de bord en temps réel, c'est ça? Alors, c'est déjà quelque chose que l'on fait, puisqu'en fait, Genji, c'est une plateforme. Il y a le module expense, il y a le module paiement, et surtout, il y a le module data. Donc, c'est qu'on appelle Studio, c'est un outil de data visualization.
Et comme je le disais, on connecte tous les outils de l'écosystème de l'entreprise, que ce soit finance, compta, etc. Et bien évidemment, toutes les données d'Expense sont disponibles. Et comme son nom l'indique, c'est un outil de data visualization, donc l'entreprise a accès en temps réel à la visualisation de ces données. Et l'objectif, c'est qu'elle analyse ce qui potentiellement peut être identifié comme des anomalies ou des points de vigilance, et qu'elle prenne des décisions sur ce qu'elle voit à son écran. Aujourd'hui, la BI, c'est quelque chose qui va concaténer des données, qui va les mettre en couches, mais qui va pas forcément donner de la prospective en fait à ces données. L'outil de data visualization, pour nous, il est vraiment là pour accompagner et pas seulement pour mettre dans un outil de la donnée supplémentaire et en couche au fur et à mesure. Bon, ben tout ça est très clair. J'ai juste une chose pour conclure. J'ai une question qui me taraude. Qu'est-ce que ça veut dire, Genji? Oui, on nous pose souvent la question. Alors si vous tapez Genji sur Google, vous verrez, il y a une star qui s'appelle Genji. On est souvent sur les résultats 1 ou 2 entre elle et nous. Genji, c'est japonais, en fait. C'est le nom d'un dragon très connu, mais qui existe, du coup. Donc un dragon français, puisque vous êtes une start-up française présente dans le monde entier. Eh bien, merci Lucie et longue vie à ce baromètre. Merci Yann.